Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre dernière conférence de notre cycle de conférences hivernales du CPR. Donc, notre sujet de ce jour est un sujet plutôt lié, est une thématique plutôt liée à l'élevage. Et donc, on fera un focus sur les effluents d'élevage et sur les bilans de la campagne APL 2023. Je vais partager tout de suite mon écran avec quelques petits rappels. Hop, hop, et il est en mode présentateur maintenant. Hop. Oh, est-ce qu'il est en mode présentateur? Hop, 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 hop. Paramètres d'affichage Ah en oui, mais je ne le vois plus en fait, c'est pour ça. Hop, je vais essayer de le réduire. Hop, paramètres d'affichage. Voilà. Et voilà. Donc, petit point sur un éco-régime qui pourrait être intéressant pour votre pack, dans la mesure où on parle de l'élevage cet après-midi. Donc, un petit point sur l'éco-régime, maintien des prairies permanentes et réduction de la charge en bétail. Donc, on a une aide de 40 euros de l'hectare, une aide de base de 40 euros de l'hectare avec un complément en fonction de la charge. Donc, les conditions pour avoir accès à l'aide, donc celle-ci est uniquement valable sur les prairies permanentes de la ferme. Il faut tenir un registre des opérations culturelles et des opérations sur les prairies. Un maintien d'un minimum de 80% des prairies permanentes déclarées comme telles l'année précédente. Et les herbicides sont interdits, sauf certains traitements localisés au pulvérisateur à dos sur certaines plantes uniquement, donc certains chardons, etc. Et pour l'aide complémentaire, donc il faut toujours respecter les conditions de base. Et l'utilisation des engrais de ferme ou des autres amendements organiques que se produisent par les animaux à la ferme sont également calculés et sont interdits sur les prairies, sauf en bio si le LS est inférieur à 0,6. Et donc pas d'animaux extérieurs s'ils ne sont pas déclarés par le demandeur sur les prairies. Donc l'aide supplémentaire va de 68 euros pour les charges assez faibles, entre 0,6 et 0,2, et à 18 euros pour les charges les plus élevées. Donc le tableau est ici repris. Donc voilà, c'était le petit point sur l'éco-régime euh, maintien de la charge en durée permanente. Et donc, je laisse tout de suite la parole euh, à la présentation sur l'analyse des effluents d'élevage par le laboratoire Equacide et M. Pignon et Mallory Remson du CPR. Hop là, Merci. je vais quitter mon Bonjour écran. à Je tous. retrouve ma souris. Hop là. Voilà. Et voilà, normalement, vous voyez bien. Parfait. Ok, super. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc, on va vous parler un peu d'engrais de ferme. Moi, spécialement, vraiment l'analyse de l'engrais de ferme et la caractérisation de ce dernier. Et puis, Mallory vous fera un petit point plus sur l'analyse de sol en lien avec ces engrais de ferme et un topo plus spécifique sur le Brabant wallon. Alors, bon, ici, j'ai remis quelques petites définitions. Qu'est-ce que c'est un engrais de ferme, hein? On va passer très vite là-dessus, mais sur la structure, qui peuvent être liquides, pâteux, solides. Donc, on a généralement trois grandes catégories dont on parle, qui sont les lisiers, les fumiers et les fientes, euh, avec les définitions de ce qu'est un lisier, un fumier et une fiente. Il y a également les purins qui sont bien les produits d'égouttage du fumier ou de la récolte séparée des urines dans les bâtiments. La distinction n'est pas toujours forcément correctement bien faite des fois. Et on parle aussi des eaux vertes et des eaux blanches, qui sont les eaux de lavage. Euh, Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on devrait de plus en plus parler non plus d'engrais de ferme, mais de produits résiduaires organiques, parce qu'il y a toute une série d'autres produits que ces lisiers, fientes et fumiers qui sont de plus en plus abondants en agriculture, notamment les digestats, alors qui peuvent être issus de biométhanisation, principalement de lisier, mais dans lesquels on a souvent d'autres intrants, parfois d'origine fort variée,
et dont on va parler ici aujourd'hui aussi, mais qui ne sont plus vraiment des engrais de ferme en tant que tels. Puis alors, il y a d'autres produits comme des composts, des BRF et toutes sortes d'autres choses qui peuvent arriver, dont on va parler un petit peu. Alors, au niveau de la législation, j'ai juste repris un point ici qui parle de la classification selon la rapidité d'action des produits, qui vient de l'AGOE, du PGDA de 2014, dans lequel il y a une annexe qui explique cette clé de classification. Donc, il va classer les produits en action lente ou rapide sur base de caractéristiques analytiques. Donc, en premier, le rapport ammoniac sur azote total. Donc, s'il est plus petit que 10, on est dans des matières à action lente, comme les fumiers de bovins, enfin les fumiers en général et les composts. S'il est supérieur à 20%, donc si vous avez plus de 20% d'ammoniac, on est dans des produits à action rapide, comme les lisiers, les fientes de volaille. Et puis, si c'est intermédiaire, ben là, soit on regarde le rapport C sur N. Et là, si on est dans un rapport à faible C sur N, on est dans des rapports, des matières organiques à action rapide. Si on est dans des C sur N plus élevés, on est dans des matières à action plutôt lente. Alors ça, en théorie, ça fonctionne bien. En pratique, il y a quelques petites limitations qui font que cette classification n'est pas très satisfaisante. Alors, dû à quoi? Mais dans ces 4 paramètres-là, l'analyse de l'azote organique total, c'est assez bien maîtrisé. Donc, la valeur N des rapports est relativement précise. La valeur carbone, alors déjà, souvent, c'est une estimation. Ce qu'on dose dans les engrais de ferme, on va généralement doser la matière organique. Et on a un facteur de conversion de 1,8 qui est appliqué, passer du carbone à la matière organique, ou inversement, pour de la matière organique au carbone. Mais voilà, c'est un rapport moyen. En réalité, en pratique, ce rapport, il varie entre un 6 et 2. Donc, on a déjà une petite approximation, sans grande conséquence ici, mais qui peut avoir une petite influence. Et alors, on a l'analyse de l'ammoniac qui n'est pas forcément toujours relevante parce qu'il peut y avoir des pertes, soit pendant le prélèvement, éventuellement pendant le transport et la conservation, même si ça c'est très minime. Il peut y avoir des pertes pendant la préparation avant l'analyse. Et alors, on a surtout aussi beaucoup de pertes à l'épandage en fonction des conditions d'épandage. Si vous allez épandre, qu'il y a beaucoup de vent avec un peu de soleil dans des conditions pas très favorables à l'épandage, la majorité de votre ammoniac est perdue. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose l'on recherche. Et alors, cette clé de classification, on avait fait un petit exercice de l'appliquer sur l'ensemble de la base de données RequaSud. Donc, la base de données engrais de ferme qui comprend, alors j'ai oublié de regarder, de vérifier le nom, mais je pense qu'on doit être à peu près à 3000 échantillons présents dans cette base de données. Et on voit que si on applique le critère de la classification de l'AGOE, mais il n'y a vraiment que les lisiers, donc ici LB, LP en jaune et en rouge, qui sont vraiment classés dans les actions rapides. Et tous les autres produits, en fonction de leurs caractéristiques, ils peuvent être soit en action lente, soit en action rapide, ce qui n'est pas cohérent, parce qu'on sait que les engrais de volaille sont normalement tous en action rapide. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans cette classification. Alors, ce qu'on avait testé, nous, c'est de voir un peu les études de cinétique de minéralisation de ces produits. Donc, c'est une méthode normalisée française à la base, où on fait une étude pendant des incubations de 90 jours des cinétiques de minéralisation des engrais de ferme. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette méthode, mais vous avez un peu ici à gauche, c'est le schéma du protocole suivi pour la cinétique de minéralisation carbone. On a un échantillon avec du sol et de la matière, et on va l'incuber pendant 90 jours à 28 degrés, et on va piéger le CO2 qui se fait dégager pendant la décomposition de ce produit. On analyse ce CO2 et on détermine comme ça la quantité de carbone qui a été dégradée au cours de la minéralisation. Et on fait la même chose pour l'azote, où là, on va suivre simplement l'azote minéralisé qui se retrouve dans le sol et qui va être issu de cette minéralisation du produit. Alors, sur base de ça, on peut établir des courbes. On en verra un exemple ou deux juste après. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on applique les résultats de cette classification, alors, vous voyez pas Est-ce que vous voyez ma flèche quand je suis sur l'écran comme ça? Non, peut-être pas. Oui, on la voit. Oui, OK. Donc, vous avez une classification assez claire. Ici, vous avez le pourcentage d'azote minéralisé en cours de l'incubation. Et sur l'axe ici, vous avez le pourcentage de carbone qui a été minéralisé. Et là, on voit que les 5 catégories principales de produits
sont bien distingués, contrairement à ce qu'on avait si on appliquait simplement la classification de l'ancienne clé de détermination. Chaque point ici, ça ne représente pas un produit, mais ça représente chaque fois des composites de produits. Donc, dans les fumiers ici, par exemple, le point ici, je ne sais plus vous dire de tête ce que c'est, mais c'est peut-être le composite d'échantillons de fumier bovin allaitant. Et ici, le point de fumier de bovin viandeux, par exemple, adapté en fonction des différentes stabulations possibles, où des échantillons composites aient été créés sur base de 5 ou 10 prélèvements différents dans différentes exploitations, pour vraiment avoir une idée globale ici de ce que représentent les fumiers de bovins en général. On a même un fumier de cheval, donc c'est le fumier de bovins, chevaux et équins ici. On a les engrais de volaille qui sont ici au-dessus, les lisiers, porcs et bovins, et puis tout un système de digestats. Vous voyez que les digestats, c'est très variable, mais on a un petit peu de tout là-dedans. On a aussi des digestats phase solide, phase liquide, de la nanofiltration. Bon, voilà, c'est une gamme très hétérogène, mais on voit que la distinction entre les différentes catégories de produits est quand même claire. Et alors, on pourrait distinguer cette action lente et rapide si on tirait un trait ici qui se situerait finalement aux alentours de 25% de l'azote qui est minéralisé, ben, on est dans les produits à action rapide. Si on a moins que ça, on est dans des produits à action lente. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est sur les fumiers, on voit qu'on a des valeurs négatives. Alors, on va en reparler, mais ça, c'est clairement quelque chose qu'on ne prévoyait pas toujours, mais qui peut s'appliquer. Et garder ce petit graphique en tête, on va en reparler dans 2-3 dias. Ça a son importance. Alors, sur base de ces résultats, on peut également déterminer, et on a déterminé ce qu'on appelle l'ISMO, donc l'indice de stabilité de la matière organique. Alors, c'est quoi ça? C'est la quantité de matière organique stable qui va finalement rester dans votre sol et participer vraiment à la formation de l'augmentation éventuelle du pool d'humus dans le sol. Et donc, on peut voir ici les produits classés. Vous avez l'ISMO en pourcentage. Donc, on voit que des digestats, par exemple, ben oui, c'est une proportion de 60-70% de matière organique stable. Mais si on ramène ça en quantité de kilos de matière organique stable par tonne de produits frais, ben, vous voyez logiquement que les digestats, ça n'apporte plus grand-chose. C'est de la matière qui a été digérée. Donc, le carbone, on a fait du méthane avec. Donc, il n'en reste plus beaucoup. Ce qui reste est très stable, mais il n'en reste quasi plus. À la fin, il nous reste 20 kg par tonne de matière importée. On voit que les lisiers, c'est un petit peu plus élevé. On est de l'ordre d'environ d'une trentaine de kilos. Quand on arrive dans les fumiers, là, on est plutôt de l'ordre de 100 kilos. On voit le fumier de bovin, là, 97. Donc, on peut se dire qu'on apporte plus ou moins 100 kilos. Et puis, ainsi, ça peut monter. Sur des fientes séchées, on peut arriver à plus de 200 kilos de matière stable. Et des BRF, où là, on arrive à 200-300 kilos. Donc, BRF, c'est bois ramial fragmenté. Alors, attention que sur les BRF, il peut y avoir un peu de tout, hein. Ça peut être, normalement, c'est de la jeune taille de haie, c'est les bois de pousse de l'année. Maintenant, on trouve souvent plutôt du bois de plaquettes quand on veut acheter du BRF. Donc, ça a son intérêt dans certains cas, mais voilà, il faut savoir que ça peut créer des grosses fins d'azote également. Alors, un petit conseil, une petite astuce pratique hein, ici, c'est qu'on peut retenir que finalement, l'épandage de 30 tonnes de fumier de bovin, 30 tonnes hectares, hein, ça va amener 3 tonnes de matière organique stable, vu qu'on est à 100 kg par tonne de matière amenée. Et ces 3 tonnes de matière organique stable, vous pouvez retenir que ça permet de couvrir les besoins. Alors, quand je dis les besoins, c'est les besoins en matière organique, hein, pas besoins en minéraux, mais les besoins en matière organique pour couvrir une rotation de 3 ans. Donc, en gros, ça va vous permettre de maintenir plus ou moins votre taux de matière organique relativement stable dans votre sol. Pour un sol équilibré qui fonctionne bien. Donc, si vous apportez moins de 30 tonnes de fumier tous les 3 ans sur vos parcelles, vous avez un risque clairement de diminution de votre taux de matière organique et finalement de déséquilibre. Et donc, ça, c'est toujours une question d'équilibre entre votre teneur en carbone et en argile finalement. Parce que le taux de matière organique tout seul ne veut pas forcément dire grand-chose, même si c'est un indicateur qu'on peut suivre. Et ça, Mallory vous en fera un petit point tout à l'heure sur l'évolution des teneurs en Brabant wallon. Mais voilà, retenez 30 tonnes de fumier, 3 tonnes de matière stable, ça couvre les besoins d'une rotation sur 3 ans. Vous voyez tout de suite que si vous amenez que du digesta, le digesta, on est plutôt à 20 kg. Donc, il vous faudrait 5 fois plus de digesta que de fumier pour garantir les besoins sur une rotation de 3 ans. Mais là, vous explosez vos quantités d'azote apportées. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, amener que du digesta, ce n'est pas ça qui va forcément vous faire remonter vos taux de carbone dans les sols.
c'est un argument de vente qu'on cite souvent, que les digestats vont vous apporter du carbone stable dans le sol, mais oui, ça en apporte, mais vraiment très peu. C'est ce qui en apporte le moins. Donc, c'est pas, ça ne doit pas être ça l'objectif premier d'utiliser du digestat. Alors, comment est-ce qu'on intègre ça dans les conseils de fertilisation? Donc, les conseils fertiles qui sont élaborés, que ce soit au niveau de la Hulpe, au niveau de Protecto ou des autres laboratoires du réseau Réquasud, on utilise la méthode du bilan. Donc, schématiquement, on essaye d'être à l'équilibre entre les besoins des cultures et ce qu'on va leur fournir. Et dans les fournitures, vous avez différents postes, dont l'azote du sol, l'azote produit en cours d'année, les apports et cette partie d'azote qui va être fournie par les apports organiques. C'est ce qui nous intéresse particulièrement ici aujourd'hui. Alors, en pratique, comment est-ce que cette fraction est prise en compte? On a une distinction qui est faite entre l'azote organique qui est apporté immédiatement. Donc, c'est quand vous apportez un engrais, il y a une partie qui est rapidement disponible. Alors, il y a une partie qui vient directement de l'azote minéral contenu dans cet engrais de ferme, donc l'azote ammoniacal, souvent, s'il n'est pas perdu à l'épandage, et une partie vraiment d'azote organique, mais très, très rapidement minéralisable et qui vont être disponibles très rapidement dans le sol et potentiellement pour la culture en place ou à venir. Et puis, il y a une partie, l'azote organique prolongé, on appelle ça, qui va être libérée graduellement en cours d'année. Voire même une partie qui va en fin de compte être libérée pendant 2-3 ans, vu qu'on vient de voir que 30 tonnes de fumier, c'était 3 tonnes de carbone qui couvrent les besoins en matière organique sur 3 ans. Donc, c'est vraiment une minéralisation prolongée. Mais dans les cadres du conseil fertilisation azotée, on ne va tenir compte que de ce qui sera disponible pour la culture pour laquelle on fait le conseil, évidemment. Et donc, c'est des coefficients. Le coefficient immédiat, on va souvent appeler ça le CMI, coefficient d'équivalence minérale immédiat, et le coefficient d'équivalence minérale prolongé pour l'effet prolongé. Et donc, en pratique, dans les méthodologies de conseil, vous avez une table qui définit en fonction des différents types de matières le coefficient d'effet immédiat, le coefficient prolongé. Et donc, par exemple, si vous faites un épandage de printemps, mais dans le conseil qui va suivre, on va tenir compte d'un effet immédiat, par exemple de votre fumier, et d'un effet prolongé. On va combiner les deux. Si vous avez fait un apport d'automne et qu'on vous fait un conseil de fertilisation au printemps, on ne va tenir que de l'apport prolongé, parce que cet effet immédiat, il est supposé être déjà pris en compte dans l'analyse. Maintenant, ce qu'on a fait par rapport aux incubations dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que sur base des courbes de cinétique de minéralisation, on peut calculer un coefficient d'équivalence moyen. Et ce qu'on a vu, c'est que pour certains produits comme les lisiers, les lisiers bovins, lisiers porcins, les digestats et les engrais de volaille, les coefficients d'équivalence observés correspondent très bien à ce qu'on prenait dans les tables. Donc le lisier, on a un coefficient d'équivalence total de 50%, donc 25% d'effet immédiat, 25% d'effet prolongé. Et c'est bien ce qu'on retrouve pendant nos incubations. Idem pour les lisiers de porcins, les fumiers de volaille ou les fientes de volaille à quelques pourcents près. Pour les digestats, là, on voit qu'en réalité, on a même des coefficients d'équivalence minérale supérieurs à ce qu'on pensait et ce qu'on prenait en compte jusque-là. Donc, on est plutôt de l'ordre de 60 à 80% d'efficacité d'équivalence minérale et non 50 comme on en prenait. Donc, ça mériterait une petite révision. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que sur les fumiers, alors que ce soit le fumier de bovin ou le fumier de cheval, on a des effets qui peuvent être même négatifs. Là, on a une immobilisation finalement à terme de 10% sur des fumiers de cheval, alors qu'en théorie, on tient compte de 30%. Et sur le fumier de bovin, on a une équivalence minérale moyenne de 10%. Et si vous vous souvenez le graphique de tout à l'heure, où on voyait la bulle, on voyait que cette bulle fumier, elle allait de moins 10 à 25%. Donc en moyenne, on est de l'ordre de 10%, mais c'est assez variable en fonction du type de produit. Et ça va clairement varier, non seulement en fonction du type de produit et de sa quantité de paille. Si vous avez un fumier fort pailleux, ça crée souvent beaucoup plus de fin d'azote. Mais ça va aussi fortement varier en fonction de votre type de sol et de votre fréquence d'apport. C'est-à-dire que les essais d'incubation ici sont faits dans des sols de référence très pauvres pour essayer de stimuler au plus la minéralisation du produit. Ce qui va correspondre à des parcelles qui ont très peu d'apport de matière organique et avec des taux de matière organique et de carbone relativement faibles. Dans ce cas-là, vous avez clairement des phases d'immobilisation de produits qui se produisent, qui s'observent. Si vous avez un sol qui est beaucoup plus riche avec des fréquences d'apport
beaucoup plus régulière, vous amenez tous les ans ou tous les 2 ans des fumiers, par exemple, mais là, on va plus se retrouver vers un coefficient d'équivalence globale de 0,30. C'est ce qu'on observe dans des effets sur terrain. On a fait beaucoup d'essais comme ça, plus du côté en Ardennes, du côté de Michan chez nous, mais où on voyait notamment en prairie l'effet différé de certains produits sur différentes coupes. Et on peut voir que si on met du lisier, du digesta, l'effet se marque principalement sur la première coupe de fourrage, comme un équivalent minéral. Quand on met du fumier de bovin ou quand on mettait d'autres types de produits, mais vraiment les fumiers en tant que tels, on a vraiment un effet qui se marque plus sur la deuxième coupe. Très peu sur la première coupe, mais vraiment un effet qui se marque sur la deuxième coupe. Mais ces essais, et donc qui tendraient pardon, à aller dans le sens de cet effet prolongé, où on arriverait à un effet global de 20-30% comme on en tenait compte précédemment. Mais ça marche en effet dans des sols bien riches, déjà bien équilibrés et qui ont l'habitude de recevoir des matières. Si vous êtes dans un sol plutôt pauvre, vous allez clairement arriver à un effet beaucoup plus délétère. Alors, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est important parce que on va voir que les teneurs en carbone ne sont pas forcément toujours très élevées en région limoneuse. Ce n'est pas pour ça que le sol est déséquilibré. Je vous inviterai à regarder vos rapports carbone-argile. Vous êtes à plus de 10-12% dans votre rapport carbone-argile. Votre sol est malgré tout équilibré, même s'il est faible en carbone. Mais si ce rapport est déséquilibré, vous êtes à moins de 7-8% de rapport carbone-argile avec des teneurs faibles en carbone, il y a clairement un déséquilibre. Et si vous mettez du fumier de bovin sur ces parcelles-là, il va y avoir un effet de fin d'azote qui va se créer potentiellement à moyen terme, voire toute l'année culturelle. Donc ça, c'est important à prendre en compte, puisque dans ces situations-là, il faut vraiment éviter un apport de fumier de bovin, par exemple au printemps, avant l'implantation d'une céréale. Parce que ça ne va pas être très bien dans votre conseil. Alors, pour corroborer ça, je vous ai mis ici un petit extrait d'une publication française donc, qui a été faite par le LDAR, donc c'est le laboratoire de l'INRA à Laon, et qui ont testé ces cinétiques de minéralisation spécifiquement sur des produits, des fumiers de cheval et du compost de cheval. Donc ici, il faut regarder les courbes en traits pleins, et vous voyez que ces courbes, notamment sur le fumier de cheval ici, de paille stockée 2 mois, où on a une fin d'azote, donc une immobilisation de l'azote qui peut aller jusqu'à 40% dans les premiers jours, voire premières semaines. On arrive ici à plus de 50 jours. Et avec, en fin de saison, un effet qui est de l'ordre global d'une immobilisation de 20% de l'azote qui est apporté. Donc, ça consomme de l'azote pour dégrader. Les fumiers de chevaux, en général, sont beaucoup plus riches en paille. Et donc, à un moment, il faut de l'énergie et de l'azote pour dégrader cette paille. Donc, ça, c'est quelque chose à garder au coin de l'esprit. Ça a un effet à long terme qui est indéniable, mais à court terme, ça peut clairement vous créer des fins d'azote si vous amenez des fumiers, notamment du fumier de cheval, surtout dans des terrains qui n'ont pas beaucoup de fréquence d'apport de matière organique. Alors, sur ce graphique, ils ont aussi les points en pointillés. Ça, c'est d'autres courbes de référence des autres classes de produits, d'anciennes publications de l'INRA. Moi, je n'aime pas trop leur courbe verte ici, parce que leur courbe verte, c'est ce qui regroupe en classe fumier bovin, lisier, digesta. Et de ce que nous, on a testé, on n'a pas du tout une courbe générale comme ça. Sur les lisiers digesta, on a plutôt une courbe très rapide qui monte et qui va libérer assez rapidement l'efficacité azotée. Sur les fumiers de bovin, en règle générale, on observe quand même une phase d'immobilisation. Et ça, on l'a testé, nous, sur différents fumiers. Et là, vous pouvez voir vraiment, de nouveau, en fonction du fumier, on a 6 produits différents, dont un échantillon composite ici, qui ont été testés. Et on voit qu'on a un effet immédiat très variable. Donc, on peut avoir, au bout de quelques jours, une libération potentiellement assez importante d'azote en fonction du type de produit. Mais quel que soit le type de produit, à un moment, il y a cette dégradation des pailles et on a un effet de phase d'immobilisation de l'azote qui se produit systématiquement avec le fumier. Alors, à terme, au bout de 60-80 jours, on va arriver à un effet qui redevient positif dans presque tous les cas. Mais ça, si vous avez une parcelle, de nouveau, j'insiste, faible en matière organique et avec peu de fréquence d'apport, vous risquez très fortement d'observer ça. Donc, il faut en prendre compte. Si vous avez des apports fréquents, vous n'allez pas forcément avoir cette phase d'immobilisation nette, puisque vous allez avoir l'effet différé des apports que vous avez fait l'année avant et encore l'année avant.
Donc là, vous pourriez vous retrouver un effet constant positif. Mais si vous ne faites que des apports très ponctuels, vous allez avoir des fins d'azote comme ça, surtout en sol très pauvre. Alors, pour continuer, un petit point maintenant sur les teneurs de ces engrais de ferme. Donc, on vient de parler un peu d'efficacité, mais qu'est-ce qu'il en est de la teneur et de ce que ça contient réellement? Donc, il y a une synthèse, un tableau de synthèse qui existe, qui a été extrait sur la base de données RequaSud. Je vous ai mis un extrait ici, ça c'est disponible sur le site de RequaSud et peut-être au niveau du laboratoire également. Ce qu'on regarde bien entendu le plus souvent, c'est la teneur ici en azote total. Et donc, vous voyez maintenant qu'on a un certain nombre de catégories de produits qui devient assez significatif, où on a un peu de détails sur les teneurs moyennes de ces engrais de ferme. On voit que pour les fumiers, on va être de l'ordre de 6,2 kg d'azote par tonne. On a ça aussi pour les lisiers phase solide, liquide, et les différentes catégories de produits, dont des digestats. Maintenant, on commence à avoir un certain nombre de données aussi sur les différents types de digestats. Je n'ai pas dit, mais on a évidemment les teneurs moyennes pour les différents minéraux également. J'insiste beaucoup sur l'azote, mais il n'y a pas que ça. Et on commence à avoir aussi un nombre de données assez significatif maintenant sur les oligoéléments, donc cuivre, fer, zinc et manganèse, qui peuvent être apportés par ces engrais de ferme. Maintenant, c'est bien de connaître la valeur, avoir une idée de la valeur moyenne, mais quelle est vraiment la valeur de votre engrais de ferme et de celui que vous allez utiliser? Est-ce que le 6 ou le 6,2 dont on va prendre en compte est vraiment pertinent? Alors, je vous ai remis ici des histogrammes. Bon, ils datent d'il y a quelques années, je ne les ai pas actualisés, mais la répartition est toujours la même. Il y a juste que la valeur moyenne ici de l'azote, elle est plus de 6, elle est plutôt de 6,2, mais bon, ça ne change pas grand-chose à l'allure des graphiques. Et donc, vous pouvez voir ici, ça représente un peu tous les échantillons de fumier de bovin qui sont présents dans la base de données, la répartition des teneurs en azote. Et donc, si la moyenne est à 6 ou à 6,2, ben, vous voyez que statistiquement, votre fumier, il y a quand même peu de chances qu'il ait exactement cette valeur-là. En réalité, il va être compris dans des valeurs de 3,5-4 à 8 ou 9, voire plus, mais là, on est dans les extrêmes. Donc, si on prend les percentiles 10 et 90, on a 80% des échantillons de fumier de bovin qui, en réalité, comprennent une teneur qui est entre 4 et 8,5 kg d'azote par tonne. On a la même chose pour le phosphore et on a la même chose pour le potassium. Phosphore, valeur moyenne de 3,6, mais en réalité, ça varie entre 1,5 et 6. Et pour le potassium, on a une valeur moyenne de 8,6, mais qui varie de 3,5 à 15. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact sur la valeur réelle de votre engrais de ferme? J'ai repris ici le tableau que Agraost publie chaque année en début d'année. Donc ça, c'est le tableau qui a été publié en janvier 2024 et qui calcule la valeur économique des engrais de ferme sur base de la valeur des fertilisants chimiques. Donc la valeur, le coût du nitrate d'ammonium, du phosphate, etc. Et vous avez pour chaque grande catégorie de produits, mais la valeur totale que ça peut représenter. Donc, vous voyez, par exemple, le fumier de bovin, ici en janvier, cette année-ci en janvier 2024, ça avait une valeur marchande d'équivalent de 17,20 € par tonne. Okay. Alors, j'ai fait un petit calcul ici pour illustrer un petit peu vraiment ce que ça représente et est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire analyser vos produits ou pas. Donc, on vient de voir, le fumier de bovin, il a une valeur de 17,20 € par tonne cette année-ci. Cette valeur, évidemment, elle varie très fort en fonction du prix de l'engrais. Par exemple, l'année passée où les engrais flambaient, enfin le prix des engrais flambait, on était plutôt à 28 € la tonne. Là, c'est un peu baissé, mais ça reste quand même 17 € la tonne. Donc, pour une fumure de 30 tonnes, votre fumier, il vaut 516 € à l'hectare, en moyenne. Maintenant, vu qu'on a vu, on sait qu'en réalité, votre tas de fumier, il a une valeur en azote qui va de 4 à 8, phosphore de 1,5 à 6 et en potassium de 3 à 15. Qu'est-ce qu'il vaut réellement? Donc ici, j'ai refait un peu le calcul en ne tenant compte que du NPK ici. Donc j'ai bypassé les autres minéraux. Donc si on prend que le NPK, sur base des teneurs moyennes, 30 tonnes de fumier de bovin, ça vaut 448 €. Mais en réalité, si vous avez un fumier faible qui est dans l'ordre du percentile 10, avec une teneur en azote de 4, en phosphore de 1,5 et en potasse de 3,5, ben il ne vaut que 218 € à l'hectare pour vos 30 tonnes.
Et si il a des valeurs plutôt extrêmes, vous avez un fumier très riche et vous êtes dans les percentiles hauts, des valeurs de 8, 6 et 15, ben là, en réalité, il vaut 720 €. Donc, votre fumier ou le fumier que vous allez utiliser, ben, il a une valeur réelle qui va être comprise entre 200 et 700 € à l'hectare, selon sa composition. Et donc là, j'ose espérer qu'en voyant ce chiffre, vous comprenez peut-être l'intérêt de pouvoir faire une analyse de votre fumier qui doit coûter 30 ou 40 €. Mallory pourra nous repréciser le tarif exact si jamais au laboratoire de la Hulpe. Mais ça peut permettre de faire des économies assez substantielles dans certains cas et en tout cas de rationaliser au mieux votre fertilisation si votre fumier est très riche ou s'il est plutôt pauvre, quoi. Pour information, on a fait le même exercice pour le lisier de bovin. Donc, pour le lisier, si on prend une fumure moyenne de 40 mètres cubes, ben, on a une valeur moyenne de 300 € hectare, mais en réalité, qui peut varier de 130 à 540 € à l'hectare. Donc, de nouveau, on a 400 € de différence potentielle selon la composition et la teneur réelle de votre lisier. Donc, ça peut valoir quand même la peine de faire quelques analyses. Un petit point particulier aussi sur l'azote, qui peut encore aller aussi dans le sens de faire des analyses, c'est que la valeur moyenne issue de la base de données, elle est de 3,5. Et ici, vous avez de nouveau l'histogramme de distribution de fréquence des teneurs en azote de vos engrais de ferme. Mais vous voyez, la ligne rouge, c'est ce qui est repris dans le PGDA, c'est la teneur de la législation, qui est de 4,4. Mais en réalité, 4,4, il faut savoir que plus de 80% des lisiers ont une teneur inférieure à ce 4,4. Et donc, si vous prenez les valeurs moyennes pour calculer le taux maximum épandable de votre lisier, vous allez être limité par ce 4,4. Et donc, vous avez quand même aussi tout intérêt, au-delà de l'aspect financier, à faire analyser votre lisier pour voir quelle est la teneur réelle. Parce que si vous êtes beaucoup plus bas, vous auriez peut-être pu épandre plus. Pas là pour stimuler à épandre plus que ce qu'il faut. Mais voilà, il faut savoir que 8 fois sur 10, votre lisier il a une valeur inférieure à ce qui est pris en compte dans beaucoup de calculs. OK. Donc voilà, on vient de voir un peu ce que ça pouvait avoir comme impact de caractériser correctement votre produit. Vous combinez ça avec l'effet des équivalences minérales dans les champs. Maintenant, avoir une bonne caractérisation, c'est bien. L'épandre au bon moment, c'est bien. Mais savoir ce que vous épandez, c'est encore mieux. Et ça, j'insiste aussi là-dessus, parce que trop souvent, on sous-estime ça. Ou on croit qu'on épand une telle quantité, et en fait, on est souvent bien à côté de la plaque. Ce que je ne peux que vous recommander à faire, c'est faire des pesées de vos bennes à intervalles réguliers. Il y a différents organismes d'accompagnement, structures accompagnantes, qui ont des systèmes de pesons, comme vous pouvez voir ici, et qui peuvent les mettre à disposition et faire des pesées de vos bennes pour au moins estimer un peu la quantité réelle que vous apportez dans une benne. Ça, c'est vraiment très utile parce que souvent, ça peut être combiné à des systèmes d'épandage très bien calibrés, mais si vous avez mal calibré sur base de la quantité totale que vous aviez, votre système d'épandage précis derrière ne sert pas à grand-chose. Et donc, pour de nouveau quelques informations, il faut savoir que si vous avez un fumier de litière accumulée de bovins, la densité moyenne, elle va de 500 à 800 kg. Un fumier mou, on a une densité moyenne de 7 à 900 kg. Fumier de volaille, on est plutôt de l'ordre de 400-500 kg. Et un compost de bovin, de fumier de bovin, on est de l'ordre de 8 à 900 kg par mètre cube. Donc, si, de nouveau petit exercice de calcul, si vous prenez une petite benne de 15 mètres cubes, en réalité, en fonction du type de... Donc, on oublie le fumier de volaille ici, on ne prend que le fumier de bovin. En fonction du type de fumier de bovin, vous avez entre 7 tonnes et demie et 13 tonnes et demie dans votre remorque. Si on prend la valeur moyenne de 6 kg d'azote par tonne du fumier, ça veut dire que dans votre benne, vous avez entre 45 kg et 81 kg d'azote. Et si on extrapole ça aux teneurs extrêmes des fumiers qui sont compris entre, pour 80% d'entre eux, entre 4 à 8,5 kg d'azote, en réalité, dans votre benne, vous avez de 30 à 115 kg d'azote. Et pour savoir si vous avez plutôt 30 ou 115, il faut combiner ça avec une pesée de votre benne, savoir combien il y a dans votre benne de 15 mètres cubes, et une analyse d'engrais de ferme. Savoir si vous avez plutôt 30 kg ou plutôt 115 kg, je pense que vous vous rendez compte aussi de l'importance que ça peut avoir
et des économies potentielles ou en tout cas d'une meilleure rationalisation qui peut être faite de vos ressources. On parle ici des ressources azotées, mais il n'y a pas que ça là-dedans, évidemment. Et donc voilà, ici, juste à défaut, si vous ne pouvez pas avoir un système de peson, il y a des systèmes visuels qui existent aussi pour savoir combien vous épandez, parce que c'est bien de savoir dans votre benne, il faut encore savoir comment on les pend. Et donc voilà, ici, vous avez l'exercice avec des bâches. Assez visuellement, on peut voir, ici, quand vous avez quelques plots ainsi, ben, on est dans l'équivalent d'une fumure de 10 tonnes hectare. Quand ça devient un peu plus rempli, vous voyez ce que c'est l'exemple ici d'une fumure à 20 tonnes hectare. Quand vous voyez, on voit de moins en moins de bâches ici, donc des apports assez plus importants. Ben là, on est plutôt sur une fumure maximale de 50 tonnes hectare. Donc, visuellement, il y a déjà un peu moyen de savoir où on en est aussi si on ne sait pas faire de pesée de sa benne et savoir comment votre répandeur est réglé au final. De nouveau, ça peut varier en fonction de votre type d'épandeur. Donc, attention au type d'épandeur, ça, vous devez connaître vos machines. Mais on vient de voir un cas d'épandage moyen, mais en fonction du type d'épandage, ça peut être très fortement variable. Vous avez des quantités épandues qui peuvent être très concentrées ici sur la zone centrale de votre épandeur et très diffuses dans les zones extrêmes. Certains épandeurs sont assez constants, comme le M2 ici, mais d'autres ont un profil très différent. Et donc là, on voit un exemple qui a été fait où sur le milieu de l'épandeur, ben, on est vraiment là, on est de l'ordre de 50 à 60 tonnes hectares. Un peu plus loin, on est de l'ordre de 20-30 tonnes. Et si on va vraiment au bout de l'épandeur, on a moins de 10 tonnes qui ont été épandues. Donc voilà, ça, c'est des choses aussi à savoir, à prendre en compte quand vous faites vos apports et dans les calculs qui peuvent en être faits. Et je pense que c'était terminé pour moi. Et que les questions, ce sera après, si j'ai bien compris. Voilà, merci de votre attention et je vais passer la parole à Mallory pour la suite. Merci Thibaut. Je vais reprendre le partage d'écran du coup. Alors. Dites-moi si vous voyez ma présentation. Oui. Oui, parfait. Ben, merci Thibaut pour cette présentation. Moi, l'objectif ici, c'est d'être complété. On voit le mauvais écran là, par contre. Ah, attends, du coup, moi je vois le bon, tout va bien. Hop. On le refait. Une petite seconde. On a tout déconnecté, bien sûr. Alors, est-ce que vous voyez le PowerPoint partagé? Là, tu n'es pas encore en présentation. Oui, mais ne pas se mettre. Alors, elle a décidé qu'il ne voulait pas le trouver. On va y arriver. Hop. Voilà. Là, tu dois aller dans les paramètres d'affichage. Oui, s'il veut bien. Ça que j'ai fait avant, ça va cette fois? Ah, on n'y est pas encore. Tu es toujours dans le mode présentation. Non, mais tu vois, chez moi, il est il est général. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le faire. On va y arriver. Ça va marcher. Alors, on va y arriver. Ça va marcher.
Non, il n'est pas partagé. Hein. Et c'est où alors ton Zoom? Justement. Sinon, si tu veux, je peux le partager. Je Oui, le c'est lance chez déjà moi, la fait. tienne, et je la partage. Oui, parce que là, si je regarde ici, on va peut-être y arriver. Tu veux, je partage mon écran et tu me dis Ouais, d'avancer. Pas de super. souci. On réessaye. Si ça ne marche pas. Ah, Parfait. c'est bon. Voilà. Bon, on y sera arrivé. Désolée. Alors, donc l'objectif de la présentation ici était de compléter les informations qu'a présentées Thibaut et ça avec la spécificité des sols du Brabant wallon et vraiment l'importance d'insister sur l'utilisation des engrais de ferme en Brabant wallon. Alors, l'idée, c'était de faire déjà un petit état des sols, de l'état des sols en Brabant wallon, et puis de parler spécifiquement des engrais de ferme et de comment les prendre en compte au niveau du conseil de fumure. Comment est-ce qu'on peut vous aider à ce niveau-là? Alors, je voulais vous présenter ici la carte des teneurs en carbone organique des sols qu'on rencontre en région wallonne. Donc, c'est une carte qui a été faite sur base des bases de données de Réquasud et donc de toutes les analyses de sol qui sont faites en région wallonne, où on voit clairement toute la province du Brabant wallon, la région limoneuse et sablo-limoneuse, qui est clairement en orange et en rouge. Donc, ce sont des sols avec des teneurs en carbone organique qui sont faibles, voire très faibles. Donc, clairement, on est dans les zones avec les teneurs en carbone dans les sols les plus faibles en région wallonne. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de la teneur en carbone en Brabant wallon? Parce qu'il y a quelques années, on a refait un état des lieux au niveau de Réquasud pour évaluer justement l'évolution des teneurs en carbone dans les sols en région limoneuse, un peu plus large, j'ai envie de dire, que le Brabant wallon spécifiquement, où on observait en fait une diminution de ces teneurs en carbone organique. Et donc, on a attiré l'attention sur cette importance de maintenir le taux de carbone et d'éviter d'avoir des valeurs, évidemment, qui étaient trop faibles. Alors, on a fait l'exercice ici au niveau du CPR de regarder un peu dans nos bases de données, de voir un petit peu justement les valeurs qu'on avait, mais plus spécifiquement en Brabant wallon, où là, on remarque en fait que les teneurs en carbone organique au niveau de la province sont assez stables. Donc ça, c'était une assez bonne nouvelle. N'évoluaient pas spécialement, donc ce n'était pas très significatif, mais elles étaient relativement stables. Par contre, il y a un élément qui ressortait aussi de cette extraction, c'était vraiment le fait que la variabilité entre les parcelles soit très importante. Donc, c'est chaque fois la barre verticale noire ici, avec les deux petites barres au-dessus et en dessous. Ça représente vraiment la variabilité des échantillons qu'on va retrouver. Et donc, clairement, on a tendance à avoir une variabilité de plus en plus grande. Donc, ça veut dire des parcelles avec des teneurs très faibles et des teneurs avec des parcelles plus élevées. Et donc, avec ce risque d'avoir une partie des parcelles qui décrochait au niveau du carbone. Alors, quand on regarde ce genre de graphique, un des points qui a attiré notre attention, c'était d'abord de voir quel est le seuil minimum qui est à conseiller. Il y a pas mal d'études qui parlent d'une teneur de 1,15-1,20% de carbone organique total à avoir au minimum pour avoir un système qui fonctionne bien. Maintenant, ce sont des valeurs qui sont théoriques, ce sont des valeurs qui dépendent un petit peu du type de sol également. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, on retrouve dans la littérature et on propose des indicateurs qui sont notamment, par exemple, le taux de carbone sur le taux d'argile, pour essayer justement d'avoir ce taux de carbone qui s'adapte au type de sol. Tous les sols n'ont pas la même capacité à capter le carbone. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, qu'on n'atteindra jamais les mêmes niveaux dans les sols du Brabant wallon que dans les sols ardennais, par exemple. On n'a pas du tout les mêmes sols, cette même capacité à fixer la matière organique. De plus, il y a cette variabilité importante dont je parlais, avec le risque d'avoir des parcelles qui décrochent à un moment donné. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste sur cette teneur en carbone? C'est parce que la matière organique du sol, elle a un rôle qui est primordial à différents points. D'une part, elle assure la stabilité structurelle du sol.
Donc, il ne suffit pas d'avoir une bonne texture dans un sol, il faut qu'il y ait une bonne structure, que tout se mette bien en place. Et donc ça va se faire notamment grâce à la matière organique du sol. Donc ça, c'est un premier élément. Or, si les teneurs sont faibles, on va retrouver des risques d'érosion, des risques de ruissellement, et donc les problèmes qu'on connaît dans certaines parcelles. C'est pour ça qu'on insiste sur cette matière organique. Cette matière organique, elle a un rôle également très important pour augmenter la porosité du sol, donc vraiment permettre, avec notamment tous les micro-organismes du sol et les vers de terre, de vraiment créer des passages d'écoulement pour l'eau et donc en hiver un meilleur drainage également des parcelles, une meilleure rétention de l'eau, une meilleure structure. Et donc on se retrouve également en été avec une capacité de rétention de l'eau qui est plus importante, donc une meilleure résistance à la sécheresse. Et cette matière organique joue directement sur la fertilité du sol puisqu'elle va augmenter la capacité d'échange cationique et va permettre de mieux retenir les éléments nutritifs. Donc, on voit tout de suite l'importance de cette matière organique et donc des engrais de ferme. Alors, cette matière organique, elle est présente un petit peu partout, voilà, que ce soit dans l'atmosphère, sur Terre, dans l'eau également, et dans la végétation, mais le sol joue un rôle primordial puisqu'en fait, il a cette capacité de fixer 2 à 3 fois la quantité qui est contenue dans l'atmosphère. Donc, on comprend tout de suite également l'enjeu environnemental qu'il y a derrière cette fixation du phosphore et ce stockage de matière organique dans les sols. Alors, comment apporter de la matière organique dans le sol? C'est la question, c'est toujours le grand débat. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Soit il y a un apport qui est lié à la production végétale, donc directement une restitution des résidus de récolte ou des engrais de ferme. Voilà, les engrais de ferme, on va en parler peut-être un peu après au niveau des APL, ont vraiment, les engrais de ferme, les engrais verts, pardon, ont vraiment ce rôle premier de retenir l'azote du sol, mais ont également un rôle très important au niveau du stockage du carbone et de la fourniture de matière organique dans le sol. Autre moyen d'apporter de la matière organique, ce sont les engrais de ferme, dont vient parler Thibaut. Et donc les deux poules d'entrée, évidemment, les deux voies d'entrée de la matière organique doivent être complémentaires. Donc il y a toute une gestion globale qui doit être faite avec notamment ces engrais de ferme dont on parle beaucoup évidemment en Brabant wallon parce qu'en plus c'est une denrée qui est parfois difficile à trouver, c'est pas toujours simple de se procurer des engrais de ferme avec la difficulté qu'on connaît et avec la variabilité qu'on a pu voir ici avec la présentation de Thibaut, la difficulté de trouver les engrais de ferme adaptés également. Alors, comment est-ce que nous, on peut vous aider à ce niveau-là, au niveau du CPAR? C'est notamment via les analyses d'engrais de ferme qu'on réalise. Donc, Thibaut en parlait tout à l'heure. Voilà, une analyse d'engrais de ferme, ça coûte 37 € hors TVA. Donc, c'est quelque chose, c'est un prix qui est assez raisonnable et qui permet surtout d'avoir une bonne idée de la teneur exacte de ces engrais. Alors, on ne recommande pas spécialement de faire une analyse 10 fois par an. Ça n'a pas de sens. C'est quelque chose où il faut savoir que vos engrais de ferme sont quelque chose qui sont assez stables à partir du moment où vous maintenez le type d'élevage, le nombre de bétail, voilà, de têtes de bétail, des choses comme ça. Par contre, si à un moment donné, vous changez vos modalités d'élevage, il est intéressant de refaire une analyse et de voir un petit peu l'évolution. Alors, l'échantillonnage de ces engrais de ferme est également quelque chose d'important. C'est difficile d'avoir un échantillon qui est bien représentatif. Et donc, c'est pour ça qu'on a une équipe de préleveurs qui peuvent vous aider également en venant échantillonner directement vos engrais. Alors, autre élément, c'est qu'on a beaucoup parlé des fumiers, des lisiers, mais il y a des éléments qui ne dépendent pas spécialement de vous. Donc, si vous, imaginons, je prenais le cas ici d'un compost, par exemple, que vous vous procurez, il faut savoir que le compost, c'est une matière qui peut être très variable parce que ça dépend vraiment des intrants. Pareil pour les digestats. Et donc, c'est des choses où je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il était important de bien regarder les analyses qu'on vous donne ou de faire analyser en fait la matière pour voir vraiment ce que vous apportez parce que ça peut être très, très variable avec notamment des céssurines qui peuvent fortement varier et donc une action sur le sol qui est très, très différente.
Et pareil, on vous donnera toujours le rapport également C sur N pour avoir une idée justement, alors une idée simplifiée par rapport à Thibault l'a bien expliqué après, que c'est parfois un peu plus complexe que le C sur N, mais ça reste un indicateur évidemment du rôle de l'engrais. Est-ce que ça va être plutôt un engrais avec une libération rapide de l'azote ou pas? Ça donne une indication. Alors, ces différents engrais de ferme, ces différentes analyses, elles peuvent être prises en compte directement dans les analyses que l'on fait au laboratoire. Donc, d'une part, dans l'analyse d'azote, mais également au niveau de l'analyse de sol classique, ce qu'on appelle la TIPA. Alors, la première chose que je voulais vous rappeler, c'est toujours de bien regarder, lorsqu'on vous rend un bulletin d'analyse, de toujours regarder votre teneur en carbone organique. Donc, elle est toujours disponible sur l'ensemble des bulletins sol qu'on vous envoie. On va retrouver en fait chaque fois une ligne avec carbone organique qui va être exprimée en grammes par kilo, mais donc il suffit de faire diviser par 10 pour obtenir la valeur en pourcent. Et donc ici, comme exemple, on va avoir un sol en fait à 2,5% de carbone organique. Pour connaître la matière organique, il suffit en fait de multiplier cette valeur par 2 et d'obtenir ce que nous on indique humus en fait sur le bulletin, mais c'est en réalité la matière organique. Donc c'est un équivalent et c'est simplement le double du carbone. Donc ça, c'est un élément qu'il est intéressant voilà, d'avoir une idée justement du taux de matière organique de vos parcelles et de voir dans quelle mesure il est important de jouer sur ce paramètre. Alors, cette analyse du carbone organique, on va l'utiliser directement dans votre bulletin de reliquat d'azote, puisque quand on va faire une analyse de reliquat d'azote ici au printemps, on va systématiquement en fait, prendre en compte donc, le besoin en azote. Bon, ici, c'est pour une betterave, mais voilà, la logique est la même pour toute culture, évidemment. On va avoir un besoin global, duquel on va déduire mais notamment le reliquat d'azote minéral pris en sortie d'hiver, donc l'analyse qu'on a faite ici au laboratoire, mais pas que. On va également déduire, et c'est là qu'interviennent justement le taux de carbone et les matières organiques qui sont importantes, on va en déduire un paramètre minéralisation, qui consiste en fait, on fait une estimation de l'azote qui va pouvoir être minéralisé, qui va pouvoir être libéré durant une saison culturale, durant le temps en fait que la culture reste en place. Et on va notamment prendre en compte en fait dans ce calcul de minéralisation la fréquence des apports organiques. Donc, si vous apportez un engrais occasionnellement, la minéralisation va moins bien se faire que si un engrais organique est apporté à intervalles réguliers. C'est un petit peu la logique, ce qu'expliquait Thibault tout à l'heure. Et donc, ça, c'est pris en compte dans les équations. Autre élément que l'on va prendre en compte, c'est les résidus de récolte. Donc, une autre façon d'apporter cette matière organique. Donc, les résidus de la récolte précédente. La présence de cultures intermédiaires également. Quel type de culture intermédiaire il y a eu? Est-ce qu'elle a été incorporée? Est-ce qu'elle n'est pas incorporée? Donc, va être incorporée par la suite. Et donc, dans ce cas-là, on le prend en compte. On estime en fait la quantité d'azote qui va être libérée et on peut le déduire des besoins. Et alors, dernier point ici, qu'expliquait Thibault tout à l'heure, c'est ces apports organiques. Ici, on avait l'exemple d'un fumier de bovin qui avait été apporté au mois d'août avec 35 tonnes par hectare. Donc, il faut évidemment connaître la quantité. Donc, ça, c'est un élément important, toujours bien indiqué. Et de là, on va pouvoir, sur base des teneurs moyennes que l'on a en fumier, estimer la quantité d'azote qui va être libérée durant la saison culturelle. Donc, sur base de l'effet immédiat, comme expliquait Thibault, de l'effet prolongé. Et on prend toujours bien en compte, évidemment, l'occupation du sol de la culture. Si c'est une culture courte ou une culture longue, elle ne sera pas prise en compte de la même façon. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste également là-dessus? C'est l'importance pour avoir... Enfin, l'objectif est toujours, en fait, à notre niveau, de faire un conseil qui est le plus juste possible pour éviter, évidemment, des apports trop importants, éviter des problèmes au niveau des APL. Vous allez voir la présentation juste après. L'objectif n'est pas, évidemment, d'apporter trop d'azote et d'être sanctionné derrière. Et donc, on essaye de faire un conseil le plus juste possible pour avoir un rendement adéquat, mais en prenant en compte l'ensemble des données. Donc, il est important de bien nous donner, évidemment, toutes les informations. Sinon, évidemment, le conseil est beaucoup moins précis.
Et si vous voyez qu'il manque des informations, qu'elles n'ont pas été fournies dès le départ, ben, de nous les préciser et de recalculer si nécessaire. Mais donc, c'est important, évidemment, la qualité du conseil dépend des informations qui nous sont fournies. Et alors, je voulais juste aussi terminer par un petit point dont a moins parlé Thibaut ici, mais l'importance de prendre en compte évidemment ces matières organiques également pour les autres éléments que l'azote. On a beaucoup insisté sur l'azote, mais la logique est tout à fait la même pour le phosphore, pour le potassium et les autres éléments. Et on dispose évidemment de données moyennes. Vous pouvez utiliser évidemment les données des analyses que vous avez faites également. Et dans ce cas-là, le coefficient d'équivalence, il faut savoir qu'il est de l'ordre de 1. Alors, 1 uniquement si des apports de matière organique sont réalisés régulièrement et si le sol dispose d'un bon niveau de phosphore de potassium à la base. Donc, on a pu tester en fait par des essais au champ et des incubations au laboratoire vraiment que ce coefficient d'équivalence, il dépendait vraiment de la qualité du sol au départ, mais dans des sols bien gérés, des sols assez riches à la base avec des apports réguliers, on considère que l'entièreté du phosphore et du potassium peuvent être pris en compte et peuvent être déduits de l'analyse qui est faite. Et donc, quand on vous rend en fait un bulletin d'analyse de terre, on va systématiquement vous donner en fait les teneurs en phosphore, potassium, magnésium et calcium qui doivent être rapportés. Et donc, il suffit en fait, vous, de déduire justement les apports organiques que vous prévoyez ou que vous venez d'apporter sur la parcelle. Vous pouvez en déduire sur base des teneurs. Et donc, on vous rend toujours une fiche en fait avec le bulletin d'analyse avec les valeurs moyennes afin que vous puissiez justement en déduire en fonction de ce que vous apportez. On ne le fait pas automatiquement pour l'instant parce qu'on a assez rarement l'information ici au laboratoire, mais voilà, il ne faut pas hésiter à nous appeler s'il y a un souci à ce niveau-là ou si vous avez besoin de conseils. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on va poser les questions à la fin. Je vais laisser la parole à Mostafa. Merci Mallory. Et donc, je te laisse la parole, Mostafa, pour Oui, le bilan de la campagne 2023 des APL. ça va. Je vais partager. Alors, j'essaie de trouver le bouton pour. Là, pour l'instant, vous voyez, je suppose, affiché. Voilà. On a la version présentateur, donc voilà. Voilà. Ça, c'est bon comme ça? Parfait. Oui. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, comme chaque année, en fait, je viens vous présenter les résultats de la campagne APL. Donc ici, on est la campagne APL, la première avait démarré en 2008. Ici, on est en 2023, donc ça fait quand même quelques années. On a pas mal de retours par rapport aux différentes campagnes APL. Donc ici, je vais faire juste un petit rappel de la législation, mais vraiment sortir les éléments les plus importants. Je présenterai par la suite les références de l'année 2023 et puis parler un petit peu des causes de non-conformité, on va dire les plus fréquentes. Et puis je terminerai par quelques outils gratuits qui permettent, on va dire, à l'agriculteur on va dire, en tout cas, de raisonner sa fertilisation, en tout cas, pour être en conformité avec les APL. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Protecto, Protecto a été créé en 2017 suite à la fusion de Nitrawal et de Phytowal. L'objectif, c'était d'avoir des missions, on va dire, plutôt globaux, ou on va dire plutôt une mission plutôt globale en termes d'eau et de nitrates. Donc, en ce qui concerne nos missions, on encadre les agriculteurs par rapport à tout ce qui est locophyto, manipulation des produits phyto, les systèmes de traitement des effluents, les ondes tampons et d'une manière générale, les bonnes pratiques d'utilisation des produits phyto. Et pour les nitrates, bah, c'est l'ensemble, on va dire, des thématiques en lien avec les nitrates. Ça va des cultures pièges à nitrates à tout ce qui est côté administratif par rapport au contrat d'effluents et aussi l'encadrement des agriculteurs qui rentrent dans le programme d'observation suite à un contrôle APL, on va dire négatif. Tous les services de Protecto sont gratuits.
confidentiel et indépendant. Donc, je veux dire, on n'a pas de produit à vendre, on a plutôt un conseil à donner, toujours dans l'objectif de trouver un équilibre entre l'agriculture et l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc voilà, par rapport aux APL, en fait, qu'est-ce que c'est l'APL? L'APL est l'acronyme en fait de l'azote potentiellement lessivable. Il s'agit de la quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne qui est susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver. En général, l'APL est mesurée sur 90 centimètres dans les terres de culture et 30 centimètres dans les prairies. En fait, en réalité, c'est essentiellement l'azote qui reste après la récolte de la culture. Et donc, c'est le témoin, on va dire, de pratiques liées à la gestion de l'azote de la culture. Donc, forcément, si on surfertilise notre culture, bah, la culture, comme Mallory a expliqué, a des besoins. Elle va prendre ce qu'elle a besoin et puis le reste, elle va le laisser dans le sol. Et donc, une surfertilisation engendre des reliquats, en tout cas des quantités d'azote plus importantes. Donc, l'APL, ici, dans notre cas, c'est un bon indicateur des pratiques liées à la gestion de l'azote. Donc, en ce qui concerne le contrôle APL, donc c'est un contrôle qui est établi par le SPW chaque année. Et l'objectif consiste à mesurer l'APL chez les agriculteurs pour voir un petit peu cette quantité d'azote qui reste après la culture et les réaliser en général entre le 15 octobre et le 30 novembre. Et ça va jusqu'au 20 décembre pour les éventuelles contre-analyses que l'agriculteur doit faire. Donc, comment ça se passe, l'étape des contrôles? Bah, d'abord, il y a la sélection des exploitations. Cette sélection est réalisée par le SPW. En général, ils essayent de sélectionner 5% des exploitations par province. Et on a deux types de sélection. On a d'abord les exploitations qui sont choisies au hasard. Donc, c'est vraiment une sélection aléatoire dans une liste, on va dire, d'exploitations. Et puis, on a les exploitations dites ciblées, sont en réalité, en fait, les exploitations qui sont déjà dans le programme d'observation suite à un contrôle négatif. Une fois que la sélection des exploitations a eu lieu, le SPE va sélectionner 3 parcelles dans chaque exploitation, plus une quatrième, qu'on appelle en fait une parcelle de réserve au cas où le préleveur ou le prélèvement, on n'arrive pas à faire le prélèvement sur une des 3 parcelles sélectionnées au départ. Une fois que les sélections ont eu lieu, l'agriculteur reçoit un courrier pour l'informer, c'est au mois de septembre, et le laboratoire reçoit la même chose pour effectuer, organiser les prélèvements APL qui ont lieu entre le 15 octobre et le 30 novembre. Et l'agriculteur doit recevoir le courrier des résultats dans les 10 jours qui suivent l'échantillonnage. Donc, comment ça se passe, la comparaison de l'APL de l'agriculteur? Forcément, l'APL de l'agriculteur est comparé par rapport à une valeur. Cette valeur est calculée sur base, on va dire, d'un réseau de 55 fermes de référence qui sont réparties en région wallonne. Ce sont des fermes, on va dire, classiques. Certaines fermes utilisent la matière organique, d'autres pas. Il y en a certaines qui sont en non-labour, d'autres en labour. Certaines exploitations ont de l'élevage. Donc voilà, je veux dire, le but, c'est vraiment d'avoir des exploitations qui représentent l'ensemble des pratiques au niveau région wallonne. La seule différence, c'est que ces exploitations doivent, en tout cas, utilisent des analyses de sol et un conseil de fumure derrière, donc pour raisonner leur fertilisation. Comme Mallory a expliqué, donc il y a un bilan, donc on regarde les besoins de la culture, on regarde les fournitures du sol et de la matière organique, et on complète avec de l'azote minéral. Cette référence, elle est calculée chaque année pour tenir compte des conditions de l'année. Donc, quand on regarde depuis 2018 jusqu'à 2023, on a eu des conditions complètement différentes. Et donc, l'objectif de cette référence, de ce calcul annuel, c'est vraiment de tenir compte des conditions d'implantation découvert, les conditions climatiques en arrière-saison, les rendements, parce que parfois on a des années où telle culture, on va dire, subit, on va dire, une perte de rendement. Et donc, le but, c'est vraiment de tenir compte de tous ces facteurs-là. Donc, au niveau des scientifiques qui suivent, on va dire, ces fermes de référence, donc ils suivent un certain nombre de parcelles par classe de culture, puisqu'en fait, il y a une référence pour 8 classes de culture. Donc, on a une référence pour les betteraves, on a des références pour les céréales suivies d'une culture de printemps. Souvent, ce sont les céréales suivies d'une culture piège à nitrate pour une culture de printemps.
La classe 3 correspond aux céréales suivies d'une culture d'hiver et les chicorées. La classe 4, c'est maïs, 5, pommes de terre, 6, colza, 7, légumes. Et puis la classe 8, ce sont les prairies. Donc, qu'elles soient prairies temporaires ou permanentes, qu'elles soient des prairies de fauche ou de pâturage. Donc, comment ça se passe le calcul de cette valeur de référence? Donc, comme je disais, en fait, les scientifiques suivent un certain nombre de parcelles par classe de culture. Et ces parcelles-là reçoivent un échantillonnage en début de période, donc on va dire autour du 15 octobre, et un échantillonnage en fin de période, donc vers fin novembre. Sur base des résultats, on les classe par ordre croissant pour les deux périodes, et on va choisir la valeur pour les deux périodes à partir de laquelle on a 50% des valeurs en dessous et 50% des autres valeurs au-dessus. Donc, on fait la même chose pour les deux périodes et on trace la médiane. Donc, c'est la droite qui est représentée ici en vert. Ensuite, on va faire la même chose, sauf qu'ici, on va sélectionner le point en dessous duquel on a 66% des valeurs et ça représente le centile 66. Donc, on a 66% des valeurs en dessous et 33% des valeurs au-dessus. À ce centile 66, on va rajouter une valeur qui correspond à l'imprécision liée à l'échantillonnage, on va dire à tous les facteurs qui peuvent, on va dire, un peu rendre la mesure imprécise. Donc l'échantillonnage, le fait qu'on a une parcelle relativement grande, bah forcément ça augmente un peu l'imprécision. Donc je veux dire, il y a une imprécision qui est rajoutée à ce centile 66 qui correspond à 20% de la médiane avec un minimum de 15 kg. Donc, la droite rouge va correspondre à la référence qui va être utilisée pour comparer la valeur de l'agriculteur. Et donc, si l'agriculteur, par exemple, a été échantillonné, je prends l'exemple ici, au 16 novembre, ben, il va être comparé par rapport à la valeur au niveau de la droite rouge du 16 novembre. S'il est au-dessus, il est considéré comme non conforme. S'il est en dessous, il sera considéré comme conforme. Donc, comme je disais, une exploitation sera contrôlée sur 3 parcelles. Donc, chaque parcelle va être comparée par rapport à la valeur de référence en fonction de la date d'échantillonnage. Si l'agriculteur totalise, s'il n'a aucune parcelle non conforme, bah, à ce moment-là, on va considérer qu'il est OK, il sort du contrôle. S'il a une seule parcelle sur les 3 non conformes, on considère qu'il est OK, il sort du programme. Par contre, s'il a minimum 2 parcelles sur les 3 non conformes, dans ce cas-là, il va rentrer dans le programme d'observation. Ça arrive parfois qu'un agriculteur a seulement une parcelle sur les 3 non conformes et qu'il rentre malgré tout dans le programme d'observation. En fait, souvent, c'est le cas où cette parcelle dépasse le double de la référence et plus de 100 kg par rapport à cette référence. Dans ce cas-là, il va rentrer dans le programme d'observation, même si les 2 autres parcelles sont conformes. Je prends l'exemple ici, en fait, d'un cas où l'APL de référence, par exemple, pour une betterave est de 40 au 9 novembre. Si la valeur de la parcelle est plus de 140 kg, ça correspond au double de la référence de 40 et plus de 100 kg. Donc là, on est à 140 kg. Dans ce cas-là, il va rentrer dans le programme d'observation, même si les 2 autres parcelles sont conformes. Donc, qu'est-ce que l'agriculteur qui rentre dans le programme d'observation risque? En fait, au départ, il risque rien, sauf qu'il va être contrôlé systématiquement chaque année. Donc, où là, l'administration va sélectionner 3 parcelles dans son assolement et ce n'est pas forcément les 3 parcelles qui ont été contrôlées la première fois. Le coût des appels est à la charge de l'agriculteur et l'agriculteur ne peut sortir du programme que s'il totalise 2 années de conformité consécutives. Et la sanction tombe, on va dire, au bout de la 3e année d'évaluation négative durant le programme d'observation. Je prends le tableau ici qui prend certaines situations. Donc voilà, si je prends le premier cas, il est en vert, donc il est conforme, là, il n'y a pas de suite. Pour l'agriculteur qui est non conforme au moment du contrôle, ben, il rentre dans le programme. Ici, pour le premier cas, l'agriculteur a totalisé 3 années de non-conformité. Là, il reçoit une sanction. Si je prends l'avant-dernier cas, il a totalisé, donc la première année, il était conforme, la deuxième non conforme, et puis la troisième, la quatrième année, il s'est mis en conformité, et dans ce cas-là, il sort
sans sanction. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site, donc le site www.protecto.be. Donc, il y a une rubrique qui aborde les aspects liés aux APL, mais également les références de l'année. Et puis, on avait édité il y a quelque temps le MAG, donc c'est une revue en fait qui est éditée par Protecto, où on a abordé le dossier qui concerne les APL d'une manière beaucoup plus détaillée. Maintenant, je vais vous présenter en fait les APL, donc les références APL pour l'année 2023. Comme j'avais dit, les APL, en tout cas les références, changent d'une année à l'autre pour tenir compte des conditions climatiques. Donc forcément, il est normal que les références de 2023 ne soient pas identiques à celles des années précédentes. Donc, je vais présenter les 8 classes, et donc chaque fois la référence pour chaque classe, donc d'une manière assez rapide. Euh, donc voilà, il ne faut pas retenir tous les chiffres parce que en fait, la plupart des chiffres seront disponibles sur notre site, donc dans la partie APL. Donc il faut juste en fait voir un peu les tendances au niveau des différents graphiques. Et si on commence par la première classe, donc qui est la classe betterave, on voit qu'on a démarré au mois d'octobre, donc au début du contrôle, avec des valeurs qui tournaient autour de 36 kg d'azote, on va dire sur 90 cm, pour terminer autour de 40 en fin de période du contrôle. Donc, on avait quelque chose de relativement stable. Si on regarde le profil médian au niveau du sol entre la période du mois d'octobre et le mois de décembre, donc le bâtonnet donc au-dessus qui est plus foncé correspond, on va dire, à la répartition de l'azote sur 0,30, 30-60, 60-90 pour la période du mois d'octobre. Et le bâtonnet bleu plus clair correspond à la période du mois de décembre. Et on voit clairement en fait qu'on avait, donc dû au lessivage, on va dire qu'on a eu donc en automne, on a vraiment une diminution des profils entre le mois d'octobre et le mois de décembre pour l'horizon 0,30 et un enrichissement du profil 30-60 et 60-90 au mois de décembre, donc au détriment en fait par rapport au mois d'octobre. Donc là, on voit vraiment en fait qu'il y a un transfert de l'azote, on va dire, vers les horizons plus profonds. Si on compare les références de l'année 2023 par rapport aux années précédentes, ici en fait en rouge, il s'agit du maximum observé depuis 2008 et en vert, c'est le minimum observé depuis 2008. Et là, on est avec vraiment en fait des valeurs qui sont, on va dire, plutôt dans la moyenne ou dans la normale. Donc, je veux dire, on n'est pas vraiment dans une situation particulière pour les betteraves. Si on prend maintenant la deuxième classe, qui est les céréales suivies, qui sont les céréales suivies d'une culture de printemps, où là, en général, on a une culture piège à nitrate qui est implantée après la céréale. Là, on voit qu'on démarre de plus ou moins 70, 72, 73 kg d'azote sur 90 cm en début de période du contrôle et on termine autour d'une quarantaine de kilos en fin de période de contrôle. Et donc là, clairement, en fait, on a à la fois le travail du couvert permet, on va dire, d'absorber l'azote qui est laissé par les céréales, mais aussi il y a eu quand même une part qui est due au lessivage vu les pluies qu'on a eues. Maintenant, quand on regarde le profil, on est sur un profil qui est complètement différent des betteraves, où là, au mois d'octobre, on avait un profil assez, on va dire, élevé sur le 0,30, 30, 60. Et puis, au mois de décembre, on a très peu d'azote pour les trois horizons. Bah, c'est lié, comme je disais, au lessivage, mais aussi lié au fait que le couvert a fait son travail et a pompé, on va dire, l'azote qui est resté, qui est laissé par la céréale. Par rapport aux années précédentes, en 2013, 2023, on est sur, on va dire, une référence sur des références assez élevées. Donc, je veux dire, globalement, en début de période, on était un petit peu dans la moyenne. Par contre, en fin de période, on est avec des références relativement élevées. Pour la classe 3, donc qui correspond aux céréales suivies d'une culture d'hiver ou les chicorées, là, on a démarré plus ou moins avec les mêmes valeurs que la classe précédente. On est autour de 80. Et puis, on arrive à plus ou moins une cinquantaine, 55, 53 kilos d'azote en fin de période. Donc là, on a une diminution qui est aussi due, on va dire, au lessivage
on va dire à cause des pluies qu'on a eues. Donc là, le profil médian observé entre le mois d'octobre et décembre, on voit vraiment qu'on avait un profil qui était assez chargé au mois d'octobre et puis une diminution avec un enrichissement des profils plus profonds. Par rapport aux années précédentes, l'année 2023 fait partie, on va dire, des références les plus faibles observées depuis 2008. Et donc là, on voit qu'on est proche, on va dire, du minimum observé, voire on arrive même presque au minimum observé en fin de période du contrôle. Pour la classe maïs, donc là, on démarre avec plus ou moins 90, on va dire 95 kilos, allez, on va dire plutôt presque une centaine de kilos en début de période, et puis on termine autour de 60 kilos en fin de période. Un profil qui était très chargé au mois d'octobre, mais qui s'est vidé, on va dire en tout cas dans la partie 0,30, qui s'est vidé, on va dire, à l'avantage, on va dire, des profils plus profonds, donc les 60-90, où là, on a vu qu'il y avait une augmentation du profil. Et puis, je suppose qu'une partie, en fait, a été lessivée suite aux pluies. Donc, par contre, si on prend les références 2023 par rapport aux années précédentes, là, on voit qu'on était en début de période avec des valeurs plutôt, on va dire, qui correspondaient à la normale. Et dû au lessivage, on a vu qu'il y a quand même on va dire une diminution assez importante au niveau des concentrations sur 90 cm pour atteindre des minimums en fin de période du contrôle, quoi. En pommes de terre, plus ou moins la même chose que le maïs, avec on démarre plutôt autour de 120 et puis on termine autour de 80-85 kilos sur 90 cm en fin de période du contrôle. Des profils plus ou moins la même chose que le maïs, avec donc un profil assez élevé donc au mois d'octobre et une diminution, on va dire, du profil pour recharger, on va dire, plutôt des profils plus profonds, donc le 60-90, où là, on a vu qu'il y avait une augmentation par rapport à la situation au mois d'octobre. En ce qui concerne le comparaison par rapport aux années précédentes, là, on est vraiment sur quelque chose qui est plus proche, on va dire, des minimums observés, mais donc avec des valeurs plutôt normales en début de période du contrôle, avec une diminution assez importante en fin de période du contrôle. Donc, l'avantage avec ces systèmes d'appel, c'est que ça permet de tenir compte de toutes ces conditions climatiques qui sont rencontrées, on va dire, à l'année et pas sur une valeur qui est fixe, donc qui ne dépend pas des conditions de l'année. Ici, on est dans la situation donc, de la classe colza, où on a démarré autour de 130, et puis pour terminer autour de 70 kilos d'azote. Donc, une diminution aussi liée sûrement, je vais dire, aux conditions météo, avec toujours la même chose, un appauvrissement des horizons superficiels et une augmentation au niveau des horizons plus profonds. Par rapport aux années précédentes, situation normale en début de période, et puis une diminution rapide en fin de période du contrôle, et on arrive presque au minimum observé depuis 2008. Ici, on est dans la situation des légumes. Légumes, c'est une classe qui est assez hétérogène parce qu'en fait, on prend toutes sortes de légumes et donc forcément, les reliquats azotés de certaines cultures ne sont pas, on va dire, les mêmes par rapport à d'autres. Mais ici, voilà, je veux dire, ça reprend pas mal de types de légumes. Et en début de période, là, on a commencé avec un appel donc, de référence qui tournait autour de 140 pour terminer autour de 87-90. Et on va la même chose aussi par rapport au profil azoté médian entre octobre et décembre. On est vraiment avec quelque chose qui diminue au fur et à mesure, on va dire, du contrôle pour enrichir vraiment en fait les zones beaucoup plus profondes. Par rapport à la situation, en comparaison avec les autres années, on est avec, on va dire, une année assez particulière où on était proche du maximum observé depuis 2008, donc en début de période du contrôle, et on arrive au minimum observé depuis 2008 en fin de période du contrôle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez particulier puisqu'en fait, la même droite, on va dire,
à la fois, elle fait partie des valeurs les plus élevées en début de contrôle, et à l'inverse, elle fait partie des valeurs les plus faibles en fin de contrôle. En ce qui concerne les prairies, on est sur quelque chose de plus ou moins, on va dire, normal, puisqu'en fait, l'APL de référence en début de période tourne autour de 45 kg d'azote pour terminer autour de 35 en fin de période du contrôle. Euh, En comparaison par rapport aux années précédentes, on est vraiment dans la partie la plus faible, on va dire, de référence observée depuis 2008, puisqu'on est, cette année 2023, fera partie des valeurs les plus faibles, surtout en fin de période du contrôle. Donc voilà, maintenant je présenterai quelques éléments importants donc, en lien avec le contrôle, juste pour les agriculteurs qui n'ont jamais été contrôlés ou qui seront contrôlés l'année prochaine, qui font partie du programme d'observation. J'insiste sur votre présence, on va dire qui est indispensable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'abord de signaler aux préleveurs si vous avez des parcelles de betteraves arrachées avant le 15 octobre, de pouvoir demander une parcelle de remplacement, car dans la législation, l'agriculteur a le droit de demander une parcelle de remplacement pour ce genre de situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, les betteraves arrachées avant le 15 octobre, on a déjà une minéralisation qui démarre, on a aussi les résidus, on va dire, de betteraves qui vont minéraliser, ce qui risque en fait d'enrichir le sol avec de l'azote qui provient de cette minéralisation, et donc forcément pénaliser l'agriculteur au niveau APL. D'autant plus que la référence en APL, en betterave, elle est déjà relativement faible. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, l'agriculteur doit renseigner aussi les zones d'hétérogénéité ou les zones où il y a eu un tas de fumier. Comme ça permet aussi au préleveur d'en tenir compte. Surtout que le préleveur, en fait, échantillonne, il fait 15 prélèvements sur une parcelle. Et donc forcément, si deux, trois prélèvements tombent dans des zones d'hétérogénéité ou des zones où il y a eu un tas de fumier, bah, ça risque de faire augmenter l'APL de la parcelle. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'agriculteur a la possibilité de faire une contre-analyse s'il estime que la valeur qu'il a reçue ne correspond pas à ses pratiques. Et donc, ça lui permet en fait de demander une contre-analyse qui sera à sa charge pour affirmer ou confirmer en fait la première valeur. Donc maintenant, je présenterai les résultats du contrôle, donc le nombre d'agriculteurs contrôlés, le nombre de non-conformes, etc. Donc pour l'année 2023, 838 exploitations ont été contrôlées dans le cadre du contrôle APL. Parmi les 838, 639 ont été contrôlés pour la première fois, donc c'est l'année 0. Et 199 sont des exploitations qui font déjà partie du programme d'observation. Parmi les nouveaux contrôlés, donc sur les 639, il y a 130 exploitations non conformes et ça représente plus ou moins 20% de ces exploitations. Et la même chose aussi pour le programme d'observation, sur les 99, 37 sont non conformes et ça représente plus ou moins 19% des exploitations du programme d'observation. Si on regarde à l'échelle de province, et plus particulièrement le Brabant wallon, au niveau du Brabant wallon, 99 exploitations ont été contrôlées, 85 dans le cadre de la sélection, donc contrôle année 0, et 14 exploitations qui font partie du programme d'observation, donc suite à une non-conformité précédente. Et parmi les 99, il y en a 9 qui sont non conformes. Si on prend le Hainaut, on est sur 377 exploitations contrôlées, 119 non conformes, 190 à Namur, 169 sur Liège. Si on remet ça en pourcentage, on voit que dans le Brabant wallon, on a eu 9% des exploitations non conformes. Le Hainaut, on a 32 exploitations non conformes, 32% d'exploitations non conformes. À Namur, 12% des exploitations non conformes et sur Liège, 20% des exploitations non conformes. Ces valeurs ne tiennent pas compte des éventuels recours, puisqu'en fait, l'agriculteur qui reçoit son courrier et qui n'est pas d'accord, ou il a des circonstances telles des pertes de rendement, des accidents, etc., culturaux, moyennant en fait des documents qui justifient ces pertes,
il peut introduire un recours pour, on va dire, contester, on va dire, la valeur. Maintenant, si on regarde la répartition des parcelles par culture, en tout cas en termes de sélection des parcelles par classe de culture, on voit que cette année, dans le cadre du contrôle APL, 49% des parcelles sélectionnées étaient des parcelles de maïs, 22% des parcelles sélectionnées sont des parcelles de pommes de terre, et puis 11% des parcelles sélectionnées étaient des céréales suivies d'une culture de printemps, donc en général des céréales suivies d'un couvert. Et puis le reste est réparti entre les céréales suivies d'une culture d'hiver, les betteraves, les prairies, légumes ou le colza. Si on regarde en termes de taux de conformité des parcelles pour l'année 2023, on voit que pour la classe C3, donc ce sont les céréales suivies d'une culture d'hiver, la C4 qui sont les maïs et les C5 qui sont les pommes de terre, on voit que le taux de conformité est le plus faible. Et donc, clairement, en termes de choix et sélection en fait, des cultures, l'administration cible quand même les cultures qui risquent, ou en tout cas qui posent le plus de risques en termes de qualité de l'eau. Et donc, essentiellement, les maïs, les pommes de terre et les céréales. Et donc, on voit vraiment que ces trois classes montre les valeurs les plus faibles en termes de conformité, puisqu'on tourne autour de 63% de parcelles conformes, suivi de betteraves, ensuite les céréales suivies d'une culture de printemps, donc avec un couvert, et puis colza, légumes et finalement les prairies. Donc ici, je termine par les quelques causes de non-conformité, un peu en vrac par rapport à ce qu'on a rencontré, et souvent ce sont un peu les mêmes causes de non-conformité qu'on rencontre. En général, en betterave, on voit soit qu'il y a une surfertilisation, soit on a des betteraves arrachées avant le 15 octobre et que l'agriculteur n'a pas activé la parcelle de remplacement. Et du coup, une fois que la parcelle est prélevée, l'agriculteur ne peut pas demander une parcelle de remplacement par la suite. Donc, la demande, elle doit être faite avant le prélèvement de la parcelle. On a régulièrement en fait des appels élevés liés, on va dire, aux couverts, donc aux couvertures de sol. Soit on a des couverts qui sont mal adaptés par rapport, on va dire, à l'espèce et par rapport au choix de l'espèce en fonction de la date de semis. Soit on a aussi une mauvaise implantation ou un retard qui est lié à une implantation tardive. C'est clair que cette année, on a vu aussi par rapport aux cipons qui ont été implantés relativement tard, bah, les APL ils sont souvent plus élevés que les premières implantées au mois de juillet, quoi. Et donc, clairement, l'APL est vraiment une clé pour la classe 2, donc qui est céréales avec suivi d'une culture de printemps. C'est vraiment, il est très important de mettre un couvert le plus rapidement possible et surtout les bonnes espèces aussi, avec une bonne technique de semis. D'autant plus si on met de la matière organique avant. Donc, sachant que un épandage de matière organique en automne bah, risque de favoriser un appel plus élevé, mais ce risque, il peut être, on va dire, atténué par l'implantation d'un couvert efficace qui va pomper en fait l'azote qui va être libéré par la matière organique. Parmi les causes de non-conformité aussi, je peux citer le travail du sol intense. Donc, on a des agriculteurs qui déchaument plusieurs fois, donc ça accélère la minéralisation. Et donc là, ça enrichit le sol, surtout pour l'horizon 0,30. Et puis, les situations classiques, ce sont essentiellement les épandages d'engrais de ferme à action rapide en automne. Comme je disais, si l'épandage est associé à une implantation rapide d'un couvert, je pense que le risque, il est atténué. En tout cas, on va dire, il est limité. Par contre, si on épand de la matière organique, mais en plus de ça, on retarde l'implantation du couvert, pas forcément, en fait, l'APL, souvent, dépasse les références et donc rend la parcelle non conforme. Et puis, les cas de surfertilisation minérale, en fait, est souvent rencontré, en général en betterave, en maïs et en pommes de terre. Et puis, parfois, on a des cas d'anciennes prairies qui ont été retournées et donc qui ont été, euh, on va dire, mises en culture. Et donc, forcément, on sait tous qu'une ancienne prairie retournée va libérer beaucoup d'azote et qui peut durer plusieurs années. Et donc, forcément, en termes de gestion de cet azote-là, il faut être attentif. Et dans le cas des légumes, comme la législation impose l'implantation d'un couvert après récolte d'une légumineuse,
parfois on remarque l'absence du couvert après légumineuse. Et donc ça, c'est un facteur aussi de risque en ce qui concerne les APL. Maintenant, je termine avec quelques outils intéressants pour l'agriculteur, je veux dire, qui lui permettent de raisonner sa fertilisation. Donc, il y a d'abord, on va dire, le conseil, donc à la fois le conseil qui est donné par Protecto, euh, donc je veux dire d'une manière volontaire, où là, en fait, on propose à l'agriculteur de réaliser un plan de fertilisation. Donc là, on va regarder par rapport à ce que Mallory a expliqué tout à l'heure, les différents postes qui contribuent à fournir de l'azote à la culture. Et sur base de ça, on va donner un conseil par rapport au complément minéral à apporter. On a également des fiches de fertilisation qui reprennent les différentes normes ou les différentes valeurs qui sont utilisées pour calculer ce complément minéral. On a également en fait édité la version, on va dire, numérique de la fiche sous forme de module qui permet à l'agriculteur de calculer le complément minéral en rentrant les différents postes qui contribuent, on va dire, à fournir de l'azote à la culture. Et donc, c'est un outil qui est gratuit, qui est disponible sur notre site. Et donc, il suffit de rentrer juste la culture à fertiliser, le reliquat azoté, les matières organiques épandues, etc. Et sur base de ça, il y a un calcul qui se fait qui permet à l'agriculteur de connaître le complément minéral qu'il doit apporter pour sa culture. On a également en fait développé un outil depuis déjà plusieurs années qui permet à l'agriculteur aussi de choisir l'espèce ou le bon mélange de couverts en fonction de certains critères. Et donc, en fonction des critères de l'agriculteur, à la fois des critères agronomiques, mais aussi des critères liés à la législation, l'outil propose des espèces ou des mélanges d'espèces qui sont, on va dire, qui répondent à ces critères. Actuellement, en fait, l'outil il est en cours d'adaptation. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour tenir compte des modifications récentes de la législation par rapport, vu qu'il n'y a plus de SIE, mais il y a d'autres contraintes, le but, c'est vraiment en fait que l'outil réponde justement à ces obligations législatives. Et donc là, pour l'instant, on est en train de réadapter en fait l'outil. Donc, il sera disponible rapidement. Et puis, comme je disais, en fait, le Protecto peut proposer aux agriculteurs de réaliser des plans de fertilisation personnalisés, donc soit à l'échelle d'une parcelle ou à l'échelle de toute l'exploitation. Nos services sont gratuits et strictement confidentiels. Et voilà, merci de votre attention. Bien, merci beaucoup, Mostafa, et merci à tous les orateurs de la journée. Je vais récupérer la vidéo. Voilà. Et donc voilà, merci pour tout. Et si vous avez des questions à poser aux orateurs, n'hésitez pas à lever la main. Je vois qu'il y a déjà une main levée par un monsieur sur son iPhone. Donc je vous cède la parole. Présentez-vous peut-être en deux mots. On ne vous entend pas. Hop là, on va essayer de remettre alors le son. Mais il n'y a pas de son. Je vois qu'il n'y a pas de son. Bon, personne. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à lever la main, avec le petit outil sur le bas de l'application. Donc, réaction, levez la main. Donc, comme ça, on pourra écouter votre question. Je ne vois pas la main, mais c'est Ah, dans quel... Anne. Ok, non, personne. Pardon. Ouais. Moi, j'ai une question, mais j'arrive pas à trouver le bouton Le pour bouton appuyer. réaction. Ah, Réaction. réaction, Hop, ok, d'accord, oui, ok, voilà. Je lève la main comme ça. Juste en fait tout le à monde le voit. Thibaut, Ouais. voilà, à Thibaut par rapport à l'ISMO, donc l'indice, donc par rapport à la matière organique, est-ce qu'il y a eu des études par rapport à tout ce qui est compost de déchets verts? Parce qu'on a parlé beaucoup de matière organique type effluent d'élevage et digesta, mais pour les composts de déchets verts, est-ce qu'on a des informations par rapport à ça? Alors, on commence à en avoir. Nous, on en a fait incuber quelques-uns, mais les données n'ont pas encore été traitées. Donc, c'est en cours. Maintenant, je regarde dans ma présentation parce que je me demande si en France, ils avaient des données aussi. Alors, il n'y a pas énormément de données, mais je pense qu'ils avaient, ouais,
Tu vois ici, attends, si je repartage l'écran. Sur le graphique ici, mais alors faudrait que j'aille revoir derrière, hein, parce que la classe 2, c'est compost bovin et déchets verts. Et donc, c'est les pointillés jaunes qui sont ici, on ne voit pas très bien quand c'est comme ça, mais donc eux ont des données. Ici, je ne les ai pas ressorties, mais il y a moyen de les rechercher dans d'autres études qui ont été publiées au niveau de l'INRA. Maintenant, déchets verts, il peut y avoir un peu de tout, quoi. Donc, ça, à mon avis, très, très variable aussi. Et... Ah oui, je sais pas, vous le voyez pas, en fait. Non, Ouais, excuse-moi. ah, voilà. Donc, sur ce graphique-ci, bon, on ne voit pas très bien là, mais c'était la courbe classe 2, jaune, donc, Mhm. qui est vraiment ici, qui reste à peu près neutre, où ils ont les composts bovins et les déchets verts. Mais voilà, en pratique, il faut aller revoir derrière ce qu'il y a, parce qu'ils ont des études avec un petit peu de variabilité autour de ça. Ça, c'est vraiment la courbe référence moyenne. Mais je pense qu'il y a des écarts types vraiment hyper importants. Et donc, sur l'ISMO, qui en est calculé aussi derrière ça, c'est très, très variable en fonction de l'état de maturation du produit qu'il peut y avoir aussi et de la composition. Mais on en a deux, trois qui ont été Mhm. incubés. Je pourrais te donner des précisions derrière. Mais... C'est comme pour le BRF, hein, je parlais du BRF, nous on a fait tester quand même quelques BRF aussi. Et tu vas d'une immobilisation enfin, hyper importante à des produits. Si c'est du vrai BRF, de la vraie coupe de branches de l'année ou de maxi un an ou deux, soit fait au printemps avec des bourgeons ou fait pas trop tard à l'automne où il y a encore de la feuille dessus, ben, tu peux avoir des produits très riches en azote et qui ont Mhm. vraiment une cinétique de minéralisation assez proche du fumier en fait. Dans les essais que je disais tout à l'heure, on voyait l'effet du fumier qui se marquait très fort sur la deuxième coupe en prairie. Eh bien, on a des BRF, vrais BRF qui agissaient comme le fumier, où tu voyais qu'il y avait un effet très marqué sur la deuxième coupe de fourrage, quoi. Maintenant, on a des BRF ou boîtes plaquettes où là, tu vas ramener du carbone dans le sol, Mhm. mais tu peux faire une jachère pendant un an ou deux, quoi. Mais pour remonter des taux de carbone dans des parcelles qui décrochent vraiment, où tu es très faible, avec des rapports carbone-argile très faibles, comme je disais tantôt, c'est-à-dire en dessous de 7% de rapport, à un moment, il n'y a plus grand-chose qui pousse sur ce type de parcelle. Et donc, ça peut valoir la peine de faire une impasse et de mettre un an du BRF et de remettre une prairie temporaire avec graminées légumineuses qui vont amener un peu d'azote, qui vont aider à dégrader le BRF, même si c'est du bois plus solide, proche du bois de plaquette, mais qui, ça, va vraiment quand même ramener du carbone. Alors, on perd la parcelle pendant un an, mais je pense que c'est un investissement qui peut se récupérer assez facilement dans les années qui suivent, quoi. Et là, le raisonnement est le même, du coup, pour des composts d'engrais verts qui risquent quand même d'avoir, en fonction de leur composition, s'il y a beaucoup de bois, un effet très immobilisant de l'azote, Mhm. mais qui, à terme, voilà, faut pas mettre ça sur une culture en cours, je pense. Mais si tu as vraiment une parcelle où tu veux remonter et essayer de rééquilibrer un peu cette parcelle, ça peut être intéressant. Et à mon sens, combiné avec au moins un peu de légumineuses. Voilà. Ok. Mais ça serait intéressant parce qu'en fait, le compost de déchets verts, justement, en l'absence de sources, on va dire, de matière organique comme le fumier, etc., certains Mhm. agriculteurs, on va dire, utilisent le compost dans un but justement d'apporter une source de carbone pour le sol. Mais clairement, parfois, ils se basent aussi sur une analyse moyenne du compost. Et comme tu disais, en fait, il y a une certaine variabilité au niveau du compost. Et nous, on encourage en tout cas les agriculteurs à analyser leur propre compost, donc Ouais, reçu, ouais, et ouais. pas se Ouais. baser sur la valeur moyenne, parce que c'est une valeur qui est en général analysée sur un lot de 1000 tonnes ou 2000 tonnes. Donc, on ne Pas sait jamais plus. si on est dans dans le début du tas ou pas, parce que justement, même le compost dépend aussi de si c'est un compost d'automne ou de printemps, là, avec le plus de tonnes de pelouse, plus Mhm. de branchage. Donc voilà, je veux dire, il y a quand même une certaine variabilité par rapport à ça. Euh, J'étais intéressé en fait d'avoir un peu la contribution de ces composts en termes de carbone quoi, dans le sol. Quoi. Mais, Ouais. C'est ok. Moi, j'avais une petite c'est encore question à pour... creuser, je pense, un peu, quoi. Ah, excuse-moi, Thibaut. Non, vas-y, vas-y. J'avais une petite question pour Mustapha. Oui. Tu nous as présenté donc les résultats des contrôles sur le Brabant wallon. Et donc, on a un très bon résultat finalement au niveau du Brabant wallon par rapport aux autres provinces. Donc, félicitations aux agriculteurs du Brabant wallon, peut-être qui sont concernés et qui sont ici
dans la salle Zoom. Autre question au niveau des pénalités financières, où est-ce qu'on en est? Est-ce que des agriculteurs sont concernés sur le Brabant wallon? Est-ce qu'il y a déjà des pénalités qui ont été décernées finalement par le SPW aux agriculteurs du Brabant wallon ou de la région wallonne de manière plus générale? Pas à ma connaissance, dans le sens où on va dire toute cette partie-là, on va dire Protecto n'encadre pas, sachant qu'au niveau législation, il y a eu une modification au niveau du système, on va dire, de sanctions, puisqu'avant, c'était l'agriculteur, on va dire, une fois qu'il totalise 3 années de non-conformité, il avait donc une amende qui représentait jusqu'à 120 € l'hectare. Et donc, c'était quelque chose de très figé, quoi. Donc, même si l'agriculteur fait, on va dire, des efforts où il y a des circonstances, ben, on va dire, vu qu'il y avait un montant qui était fixe, donc c'était 120 ou 40 ou 20 en fonction des conditions. Et donc, l'agriculteur, on va dire, recevait l'amende, entre parenthèses, sur base de l'assolement qui rentrait dans le programme d'observation. Donc, si un agriculteur, il avait 100 hectares au moment du contrôle, qu'il a une pénalité de 120, bah, ça fait 120 fois 100 hectares, bah, ça fait quand même beaucoup. Et donc, ils ont en fait changé le système puisque c'est devenu en fait une infraction environnementale. Donc là, ça dépend après du fonctionnaire sanctionnateur. Donc, c'est quelque chose qui est, on va dire, à l'appréciation, on va dire, du fonctionnaire sanctionnateur en fonction des arguments que l'agriculteur peut présenter. Actuellement, je sais que les agriculteurs qui devaient recevoir la sanction ont été avertis l'année passée, donc l'année 2022. Après, nous, on ne suit pas cette partie-là, puisqu'en fait, après, ça devient entre l'agriculteur et le fonctionnaire sanctionnateur. Donc, je veux dire, notre mission s'arrête à l'encadrement en fait, des agriculteurs, quoi. Mais donc voilà, il y a eu des changements au niveau du système en fait d'infraction. Maintenant, j'ai pas entendu. En tout cas, les agriculteurs qui étaient concernés par l'amende, en fait, ont reçu un procès verbal, je pense, au mois de octobre-novembre 2022, quoi. Donc après, il y a toute l'étape rencontre avec le fonctionnaire sanctionnateur, établissement de la sanction, etc., quoi. Mais ça, on va dire, c'est pas du ressort de Protecto, quoi. Ok, merci. Merci beaucoup. Et une deuxième petite question. En ce qui concerne les analyses à réaliser, donc les analyses de profil de printemps à réaliser sur les céréales qui suivent des légumineuses, Oui. ça joint un petit peu les deux problématiques, finalement, la présentation ici des analyses de sol et des analyses des fluents avec la problématique des APL. Mhm. Quelle est la démarche, quelles sont les démarches exactement à faire au niveau de l'agriculteur? On a eu plus souvent la question. Donc, Ouais. ces agriculteurs ont fait faire des profils de printemps sur la céréale qui suivait la légumineuse, donc la céréale Ouais. d'hiver qui a suivi la légumineuse. Mais après, quelles sont les démarches à faire avec le résultat? Ouais. Donc en fait, le PGDA, donc la dernière version du PGDA, impose pour pouvoir fertiliser, on va dire, un froment, impose, on va dire, en tout cas, il y a une obligation de réaliser un profil azoté, donc après une légumineuse pour une céréale. Et le profil, en tout cas, le conseil doit être réalisé après le 1er février. Donc l'agriculteur, pour pouvoir fertiliser son froment, ben, il doit réaliser un profil après le 1er février. Et donc le conseil, il doit être validé par la structure d'encadrement. Et donc la structure d'encadrement, dans ce cas-là, c'est Protecto. Donc l'agriculteur peut nous envoyer le bulletin d'analyse. Donc nous, en fait, on établit le conseil uniquement sur base des informations reprises dans le bulletin d'analyse. Donc l'agriculteur est responsable de l'exactitude des informations qui sont reprises dans le bulletin d'analyse. Donc il doit être vraiment très attentif par rapport à tous les éléments qui rentrent, on va dire, dans le calcul du bilan. Donc imaginons qu'il a mis de la matière organique, ben, il faut quand même qu'il en tienne compte, quoi. Donc je veux dire, tous ces éléments-là, ils doivent être renseignés dans le bulletin d'analyse. Et à ce moment-là, il peut nous envoyer le bulletin d'analyse et nous, on le fait valider sur base des données qui sont reprises dans votre bulletin et on lui envoie, en fait, soit il est autorisé si forcément les fournitures de sol ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins du froment. Maintenant, à l'inverse, si on a suffisamment de stock d'azote dans le sol, à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement besoin de fertiliser son froment, sachant que vu le froment et ses besoins, en général, il faut quand même apporter de l'azote pour le froment, quoi, même si on est après une légumineuse, quoi. Mais dans la législation, évidemment, il faut
qu'il puisse justifier cet apport via un profil azoté validé par Protecto, quoi. Et donc, j'imagine que ça se fait par écrit, pas par téléphone. Donc, Non, il non, vous ça se envoie fait un par mail avec écrit. le Bah, résultat. nous, on a besoin du bulletin d'analyse, donc Ouais. la preuve qu'il y a un profil azoté, et on se base sur les informations qui sont reprises dans le bulletin d'analyse, qui sont plus ou moins similaires, on va dire, aux conseils que vous donnez, hein. On va dire, on est peut-être à 5 unités près, mais il y a une obligation que l'analyse soit validée par nous. Et donc, à ce moment-là, on reçoit son bulletin d'analyse, on valide sur base des données, et on lui renvoie un document comme quoi, sur base des informations reçues, l'agriculteur est autorisé à fertiliser son froment avec autant d'unités, quoi. À ce moment-là, on rentre pas dans les détails en termes de répartition, parce que pour cela, il faut quand même tenir compte de l'état de la culture aussi au moment de l'application de l'azote. Et donc, c'est une information qu'on n'a pas, on va dire, sur le papier, quoi. Ok, merci beaucoup. Ça va? Juste par rapport au Brabant wallon, c'est vrai que c'est un bon élève par rapport aux autres provinces, mais il faut pas oublier aussi qu'on est dans une zone qui est sablo-limoneuse, où en termes de lessivage, on a eu quand même pas mal de lessivage. Je pense qu'on a eu plus de lessivage dans nos zones que dans des zones, on va dire, un peu plus, je veux dire, avec des sols un peu plus lourds, où donc il y a moins de percolation, quoi. Donc voilà, je veux dire, il faut nuancer les choses. Je ne, je veux dire, voilà, je ne mets pas en doute, on va dire, les bonnes pratiques, mais je pense que le lessivage, cette année, a contribué aussi en grosse partie à la diminution, on va dire, du profil azoté dans les sols, quoi. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'Assemblée. On est quand même en nombre plutôt restreint en cette fin d'après-midi maintenant. Donc voilà, je ne sais M- pas si Moi, d'autres. Ouais. ouais, Oui, dis-moi. j'ai encore une question, juste plutôt, on va dire, par rapport à l'importance, on va dire, de faire des profils, des analyses d'engrais de ferme. Il y a, comme Thibaut et Mallory ont expliqué, il y a un intérêt pour connaître vraiment les teneurs de la matière organique de ces engrais de ferme. Mais il y a aussi un intérêt pour les agriculteurs qui doivent exporter, par exemple, leur fumier ou leur fiente ou leur lisier, de faire une analyse parce qu'en fait, si leur analyse est plus riche que la valeur moyenne utilisée par la région wallonne, dans ce cas-là, il peut justifier cette analyse dans ses exportations et ça lui permet en fait d'exporter plus d'azote pour la même quantité de matière, on va dire. Donc, si je prends l'exemple, quelqu'un qui doit exporter 590 kilos d'azote euh, en excès, on va dire, par rapport à ce qu'il produit, bah, ça veut dire qu'il doit exporter logiquement 100 tonnes de fumier à 5,9 kilos d'azote par tonne. Maintenant, si son fumier, il fait du 8, pour exporter 590 kilos d'azote, bah, il aura besoin d'exporter beaucoup moins que les 100 tonnes, je veux dire, pour couvrir ces 590 kilos, quoi. Donc, il y a un intérêt en termes de taux de liaison au sol. Si l'agriculteur souhaite justifier, on va dire, cette analyse, il est faisable et c'est une analyse qui est valide pendant 3 ans. Donc, l'agriculteur, il peut faire une analyse cette année et il peut utiliser la même analyse pendant 3 ans pour ce produit-là. Merci pour la remarque, Mostafa. Donc voilà, je propose qu'on clôture ici notre cycle de conférences pour 2024. Comme vous l'avez remarqué, on a eu quelques soucis au niveau de la diffusion de nos conférences sur Internet. On ne désespère pas et on est sûr une solution arrivera dans les prochaines semaines. Et donc nos dernières conférences seront donc publiées et vous en serez tous informés via une communication newsletter et vous aurez les dernières nouvelles du CPR par ce canal-là. Donc voilà, merci à tous et merci à toute l'équipe, Quentin, Mallory, mais également derrière Alexandre, Sylvain et Nathalie pour l'organisation du cycle ici en 2024. Et on se donne déjà rendez-vous pour peut-être de nouvelles activités au cours de l'année ou en tout cas pour le prochain cycle de conférence en janvier 2025. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous, au revoir. Voilà.